Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver sur KTO dans Lumière intérieure. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle, avec un philosophe écrivain, Mazarine Pinjot. Bonsoir. Bonjour Mazarine Pinjot, merci de nous rejoindre sur KTO. Merci de m'inviter. Avec grande joie. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à Sciences Po Bordeaux, vous êtes écrivain. Votre premier roman, c'était en 98 ? Ouais. Il s'appelait Roman, non ? Premier roman. Premier roman. Ouais. Premier roman. Puis vous avez écrit Bouche cousue, votre autobiographie en 2005. Et puis récemment, l'année dernière, non ? Vous avez sorti 11 quai Branly, Ouais. avec cette expérience tout à fait particulière pour vous de retourner dans ce lieu où vous aviez grandi dans votre adolescence. Votre enfance s'est plutôt déroulée à la campagne. Dans quelle région déjà, rappelez-le nous ? Non, j'ai grandi à Paris. Ah, c'était à Paris, je crois oui. que c'était pas en Auvergne. Disons que l'Auvergne est un peu mon lieu familial. Mes racines familiales sont en Auvergne. D'accord. C'est là où j'ai passé toutes mes vacances. Ah oui, c'était les vacances. Ah oui, moi, je vous voyais dans l'enfance en Auvergne. C'est les vacances. Mais c'est vrai que ça a joué un rôle très important. Et puis après, vous êtes dans l'adolescence, vous avez habité dans cet appartement quai Branly que vous appeliez l'Alma. Ouais. Et on vous a demandé, dans cette espèce d'expérience qui s'appelle Retour chez soi, donc c'est une collection dans laquelle les écrivains retournent pendant 24 heures vivre dans un lieu qui les a marqués. Et on vous a demandé de chercher un lieu qui vous a marqué et vous avez choisi ce lieu. Absolument. Cet endroit un peu étrange pour moi et dont j'avais jamais fait le retour par définition, je n'y étais jamais retournée, mais également je le contournais en passant devant. Enfin, c'était un lieu qui avait une charge très négative et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y retourner pour essayer de la dissoudre et parce que c'est un lieu qui est à la fois un lieu de fonction. C'est un endroit qui abrite tous les fonctionnaires de l'Élysée, enfin tous les gens qui travaillent à l'Élysée, et qui est donc un lieu protégé. Et moi, j'y habitais non seulement pour être protégée, mais aussi pour y être invisible d'une certaine manière. Ouais. Donc, la raison, c'était pour être d'abord protégée. Hein. C'était ça, la raison, en tout cas, pour laquelle on a déménagé. Et donc, j'ai eu l'impression d'y être doublement disparaissante, d'une certaine façon. Et c'était un petit peu cette disparition que je suis allée rechercher en y retournant. Donc, c'était une expérience très, très forte, très étonnante aussi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir retourner dans un lieu où il a vécu. Vous dites beaucoup que le fait de ne pas beaucoup parler, d'ailleurs ça touche à la question du langage dont on va parler, vous a fait perdre la mémoire. Vous dites beaucoup ça dans plusieurs livres, que vous trouvez que vous n'avez pas la mémoire de l'enfance parce que justement vous deviez rien raconter et que quand on raconte rien, on va jusqu'à en perdre la mémoire. Est-ce que la mémoire s'est ravivée en étant là, même si ça avait changé ? En fait, la question de la mémoire m'intéresse beaucoup parce qu'en effet, je suis très amnésique. Et donc, c'est l'une des clés d'explication que j'ai trouvées, qui est celle, effectivement, de ne pas avoir pu partager des souvenirs. Je pense que les souvenirs se gravent lorsqu'ils sont partagés, communiqués, dits, redits, presque dans une forme de rituel, où bien on regarde des photos à plusieurs et on se rappelle, tu te souviens de ça. Et c'est comme ça que les choses, finalement, se forment. Et en revenant là-bas, je ne dirais pas qu'une mémoire m'est revenue, d'autant plus que c'était une vie très quotidienne que j'y ai vécue. Il n'y avait pas d'événements marquants qui faisaient que ça serait venu s'inscrire définitivement dans ma mémoire comme un haut fait de mon adolescence. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le corps, lui, se souvient. Il se souvient de tout, en fait. Il se souvient, il retrouve ses réflexes, les bruits des clés, du portail qui se ferme, la lumière dans la cuisine. Enfin, il y a quelque chose dont le corps se souvient que la mémoire visuelle est moins prompte à retrouver. D'autant que ça avait un peu changé. Ça avait changé sans changer. Comme c'était un logement de fonction, en fait, ça n'a pas. Enfin, il a été rafraîchi, on va dire, parce qu'il était vraiment un peu vieillot quand on y était. Et donc, il a été rafraîchi. Les gens n'ont pas choisi les mêmes lieux, la même chambre pour dormir. Enfin voilà, il y a des petits changements, mais fondamentalement, ça reste le même dans sa géographie intérieure. Et
Donc, oui et non, quoi. Ça avait changé, ça avait un peu bougé, mais c'était quand même resté tel quel. Et donc, oui, le corps se souvient de... C'est très étonnant, d'ailleurs. Bon, pour autant, ça ne fait pas non plus ressurgir une mémoire... Complètement oubliée, des choses qui reviennent. Non, je crois pas... Enfin, oui, on peut revivre des choses, c'est comme dans une situation de transfert, en fait, ou chez un analyste, on peut revivre des choses parce que soudain, voilà, mais parce qu'effectivement, on est mis en condition pour revivre quelque chose. Donc ça, éventuellement, ça peut... Mais c'est très difficile d'arriver à dire en mots des sensations, des émotions. C'était d'ailleurs aussi l'intérêt de l'écriture de ce livre, c'était d'arriver à capter quelque chose de très flou, de très diffus, à la fois très présent, mais très difficile à mettre en forme, parce que précisément, c'était un peu informe. Et il fallait en même temps être précis sur ce que ça faisait éprouver. Et en même temps, c'était une précision sur quelque chose de diffus. Donc c'était très intéressant comme expérience littéraire également. Et ça vous a transformé? Vous diriez que cette étape d'être revenu, d'avoir écrit, maintenant, quelques mois sont passés? Ça a posé quelque chose. Transformé, je ne sais pas, parce que je pense que toute écriture, tout livre transforme un peu ou fait avancer à un endroit, sans qu'on sache trop où d'ailleurs. Hein. On n'est pas du tout maître de ce qu'on fait, enfin, un minimum, mais en réalité, il se passe quelque chose d'autre. On n'est pas propriétaire totalement de son écriture ni de l'expérience qu'on est en train de mener, d'une certaine façon. Et donc, chaque livre nous amène quelque part. Donc, ça transforme. Pour autant, je me méfie toujours de l'idée d'une écriture thérapeutique où quelque chose serait résolu par la grâce de l'écriture. Non, je pense qu'on est toujours dans une quête et qu'on continue à chercher, on trouve. On porte en soi des blessures quand même. Oui, on les guérit pas. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr, on les guérit, mais on vit avec. Les choses ne s'effacent pas, mais aussi c'est grâce à ça que vous êtes ce que vous êtes. Donc je ne parlerai pas même pas de blessure en fait, dans le sens où une blessure, c'est comme si on était vierge de tout et qu'il nous arrivait quelque chose et qu'après, bon, ça arrive dans la vie, mais quand c'est l'histoire de votre enfance, bon, c'est votre enfance, c'est tout. Ouais. C'est pas... Voilà, c'est celle-ci et c'est ce dont vous êtes le produit. Donc, je ne sais pas comment ça aurait été autrement, comment... bien sûr. Mais voilà, c'est cette histoire-là. Ça aurait pu être une autre. Et cette histoire-là, elle m'intéresse aussi parce qu'elle raconte... Enfin, elle m'intéresse comme si j'étais extérieure à elle, mais elle m'intéresse justement en tant qu'écrivain par rapport à la question de l'enfance, qui est celle de tout le monde, quelle que soit justement son histoire. Et comment la question du langage, du secret, du nom, quand même, du nom NOM, de l'illégitimité, comment tout ça construit un rapport au monde. Ouais. Alors peut-être que vous avez envie de nous partager pourquoi vous avez écrit ce livre sur l'intelligence artificielle, L'inappropriable, livre qui sort en février 2026. Donc vous posez la question du rapport de l'intelligence artificielle générative au langage. Peut-être qu'on peut commencer par redéfinir les termes pour nos téléspectateurs. Oui. L'intelligence artificielle générative, donc qui produit un contenu original. Voilà, c'est ça. En fait, l'intelligence artificielle, elle existe depuis très longtemps. Ouais. Elle est présente sans même qu'on s'en aperçoive. L'intelligence générative, c'est celle qui produit du langage comme sur ChatGPT, enfin le chat, qui crée un contenu, on lui pose une question, elle répond. Voilà. Donc tout le monde, je pense, a fait l'expérience au moins, même si on n'en est pas un grand usager, quoique c'est vite addictif, hein, mais d'un chat, quoi, enfin d'interroger ce robot pour lui demander n'importe quoi. Ça peut être prépare-moi mes vacances, une recette de cuisine ou est-ce que tu peux me faire cette dissertation, ce qui est plus problématique pour un prof parce que tout travail qui est fait à la maison nécésairement est fait à l'aide de l'IA, enfin quasiment nécessairement. Il y a encore quelques étudiants qui résistent, mais franchement c'est super rare. Et donc effectivement, on lit de plus en plus d'intelligence artificielle soi-même lorsqu'on est prof. Donc et ça, vous les repérez Eh bien, précisément, la question de l'intelligence artificielle générative est beaucoup plus difficile à repérer qu'un plagiat quelconque, puisqu'elle génère un contenu qui est neuf.
Alors, il n'est pas neuf dans la mesure où il vient récupérer des données qui sont déjà existantes et qu'il produit par statistique un contenu, mais en revanche, il est original. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas retrouver, si on le met dans les détecteurs de plagiat, il ne peut pas retrouver un texte qui aurait été copié tel quel. Et donc, c'est la grande difficulté. Alors, vous évoquez une sorte de langage lisse, sans erreur. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, je pense qu'on est très nombreux à s'intéresser à l'intelligence artificielle, générative. Je précise générative, parce que moi, ce qui m'intéresse spécifiquement dans la question de l'intelligence artificielle générative, c'est précisément qu'elle produise du langage. Oui. Or, le langage, pour un certain nombre de penseurs, c'était considéré comme le propre de l'homme. C'est-à-dire ce qui nous différencie de tout le reste du vivant. Alors, évidemment, il y a des controverses là-dessus. Ça serait le fait de parler dans le sens où la parole serait le symptôme de la pensée. C'est-à-dire qu'au contraire des pies, par exemple, qui peuvent répéter, ou dans le langage animal, il y aurait la possibilité, avec juste un certain nombre de mots, d'articuler des milliards de pensées. Voilà. Ce que peuvent moins faire les animaux, qui sont assujettis à un système de communication, mais d'une certaine manière, ça serait toujours plus ou moins les mêmes gestes pour pouvoir communiquer. Donc, pour un certain nombre de philosophes, après, on peut rediscuter de cette définition-là, mais pour un certain nombre de penseurs, le langage, c'est vraiment ce qui fait notre spécificité. Or, aujourd'hui, la machine peut parler, quoi. Mais peut parler comme vous et moi. C'est-à-dire qu'elle peut parler, ou écrire, ou répondre, sans qu'on puisse différencier sa production de langage de celle d'un être humain. Et donc là, c'est quand même extrêmement troublant de se dire que ce qui faisait la spécificité de l'homme, aujourd'hui, est partagé par la machine, mais de manière équivalente en termes de produits. C'est-à-dire qu'on peut lire, si je demande à ChatGPT, je ne sais pas, de me dire est-ce que tu peux m'écrire, je sais pas, ma journée d'hier, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Puis il va me dire ce que j'ai fait. Enfin, je lui aurais donné quelques éléments, bien sûr, mais il va me l'écrire. Ou si je lui demande quelles sont les meilleures adresses de restaurants à Paris, il va me donner une liste en fonction de mes goûts. Bon, bref, il répond à toutes les questions. Il n'est jamais pris en faute de ne pas savoir, et quand il ne sait pas, il le dit. Enfin, il y a une formule, je dis il, en plus, vous voyez, même dans la grammaire, c'est difficile de ne pas l'anthropomorphiser. Le prendre comme un sujet. Exactement, de projeter sur lui ou sur ça des qualités humaines. Et on sait que les jeunes, d'ailleurs, l'utilisent beaucoup comme un ami imaginaire. Absolument. Donc, encore plus que pour chercher du contenu, mais pour quelqu'un qui va... Enfin, pour quelque chose qui va nous répondre et avec lequel je vais pouvoir mystérieusement rentrer en relation, mais d'une manière un peu fantoche. Et donc la grande question qui se pose, c'est d'abord, quelle est la différence entre le langage de la machine et celui de l'homme ? Est-ce que ça peut encore être considéré comme quelque chose qui nous permet de distinguer les hommes du reste du monde ? Bon, visiblement plus. Et donc, on peut se reposer la question, mais alors, quelle est la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ? Enfin, se repose cette question. Ou qu'est-ce que c'est vraiment le langage humain, ce que vous faites vous, finalement ? Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que c'est que le langage humain ? Et qu'est-ce que c'est aussi que le langage de la machine, qui en réalité est un algorithme, un calcul. Un calcul. Et, sans réflexion. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de réflexivité, il n'y a pas de conscience de la machine. Alors, elle peut simuler la conscience, la machine, mais elle ne peut faire que simuler. Et donc, ça pose plein de questions éthiques super intéressantes. Si on était face à un robot qui avait vraiment une forme humaine, mais qui ne ferait que simuler, est-ce qu'on peut tomber amoureux de lui ? Est-ce qu'on peut lui confier des choses ? Alors, de fait, on le sait, ça se fait. Mais qu'est-ce que ça induit comme expérience, quoi ? Parce qu'il va toujours nous répondre, il sera toujours là. Et du coup, vous interrogez à la fois le rapport au langage et le rapport au réel. Et voilà, et donc c'est là où je voulais effectivement en venir, c'est que le problème du langage, c'est que le langage, il a plusieurs fonctions, il en a même plein, mais notamment, alors il y a celle de communiquer, donc les animaux communiquent, les hommes communiquent, est-ce que les machines communiquent ? Première question. Et puis il y a celle de dire le réel. Lorsque je parle, certes c'est pour communiquer avec vous, là on discute, mais c'est aussi pour pouvoir vous dire quelque chose du réel, de ce qui s'est passé, voilà, je vais vous raconter ma vie affective, ou bien voilà ce qui m'est arrivé hier, ou bien je sais pas, mon chien a été malade, je vous raconte quelque chose qui a eu lieu.
Le problème, c'est que donc ce langage n'a un sens que parce qu'il se réfère à quelque chose d'extérieur à lui. Et c'est comme ça que je vais vous apprendre quelque chose ou vous parler de quelque chose qui me concerne, etc. Ce quelque chose, lui-même, il ne relève pas du langage. Mon chien était malade cette nuit, c'est pas une question de langage, c'est mon chien a vraiment été malade cette nuit, mais j'ai besoin d'utiliser le langage pour vous le dire. Le problème de la machine, et donc, là, avant d'arriver au problème de la machine, c'est que le langage est le lieu de la vérité. Je dis ou pas la vérité. Est-ce que mon chien était malade ? S'il l'a été, oui. Et s'il ne l'a pas été, en fait, je suis en train de vous mentir. Mais la vérité, elle s'inscrit dans le rapport entre ce que je vous dis, mon énoncé, et le réel. À partir du moment où le langage n'est plus du tout référencé au réel, puisque tout ce qui vient de ChatGPT ou de n'importe quelle IA générative est en réalité en circuit clos, fonction effectivement d'un calcul, de statistiques, de data, et donc fonctionne de manière parfaitement autonome, complètement en dehors de toute référentialité au réel. Il n'a plus besoin du réel pour parler, en fait. Et donc tout ce qui sort de la bouche du chat, du chat, n'a aucun rapport avec la réalité. En tout cas, ce rapport avec la réalité n'intervient absolument pas dans son fonctionnement. Et donc à partir de là, ça pose quand même la question de la vérité. Du coup, tout ce qui sera sur la toile, ou tout ce qui sera produit par l'intelligence artificielle générative, n'aura plus aucun rapport avec la vérité. En tout cas, on va continuer à approfondir ce sujet dans la suite. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vais vous donner des mots. Et à partir de ces mots, on pourra revenir sur ces questions, parce que là, vous nous avez mis en appétit. Merci beaucoup. À tout de suite. Nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure, et nous avons l'honneur de recevoir Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot, le premier mot, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais le premier mot auquel j'avais pensé pour vous, c'est secret. Ah. Oui, secret, forcément, c'est un peu l'histoire de ma vie. Dans la mesure où j'étais moi-même un secret. Ce qui est assez particulier comme statut, puisque être en secret, concrètement, ça signifie juste ne pas dire qui on est. En réalité, qui on est, ça veut dire, quand on est enfant, qui sont ses parents. Quel est son nom, son propre nom de famille, qu'on ne dit donc pas, ou qu'on ne porte pas. Et qui est donc une forme de clandestinité, je dirais. Parce que c'est toujours compliqué d'expliquer ce que ça veut dire être en secret. On est quand même en chair et en os, on se réveille, on dort, on mange, on va à l'école, on a une vie normale, mais on ne peut pas dire qui on est. Voilà, c'est un secret d'identité. Secret d'identité que je devais être et tenir. Pour autant, lorsqu'on dit avoir un secret, c'est pas être en secret, c'est pas tout à fait la même chose, puisque moi j'étais le secret, donc ça induisait nécessairement que je me taise sur certaines choses et donc que j'ai des secrets, mais en fait ce secret c'était moi, donc c'était en même temps un secret que je partageais avec les gens de ma famille, évidemment, et puis quelques amis, mais assez peu nombreux, et donc voilà, c'était vraiment un statut d'identité ou de non-identité, je ne saurais pas trop comment le définir. Et donc, évidemment, ça vous a énormément marqué. Et ce qui est assez frappant dans les livres dans lesquels vous évoquez cela, c'est que vous ne paraissez pas du tout en colère. Il n'y a aucun moment où on a l'impression que vous êtes vraiment en colère contre les adultes qui vous ont fait porter quand même un fardeau très lourd. Non, je ne suis pas en colère parce que c'est notre vie. Voilà, je ne sais pas si elle aurait pu être autrement. Je pense que mes parents ont fait au mieux. En réalité, pour comprendre ça, c'est que moi, j'étais un secret, entre guillemets, mais l'histoire d'amour de mes parents était elle-même secrète. Autrement dit, je suis née dedans. C'est pas comme si on m'avait infligé quelque chose tout à coup qui aurait changé le sens de ma vie. C'était ma normalité. Et c'est plus tard, effectivement, que je me suis rendu compte que bon, c'était
en effet un petit peu lourd à porter, mais je sais pas, c'est pas du tout ma manière de faire que d'incriminer les autres. Je pense pas que ça soit très intéressant, en tout cas pour moi, ni que ça donne une clé ou quoi que ce soit. Je pense que mes parents ont fait encore une fois comme ils ont pu, qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, malignité, perversion là-dedans, qu'ils en ont aussi, d'une certaine manière, subi les conséquences, parce que ce n'était pas complètement simple pour eux non plus. Et voilà, c'était une situation un peu exceptionnelle, je l'admets, mais bon, c'était celle-ci. Donc non, je suis pas en colère. Et puis brutalement, ce secret est révélé et on voit bien dans vos écrits à quel point c'est violent, en fait, ce moment. Et vous dites, ce secret, c'était comme votre identité et votre mission. Donc quand tout à coup il est révélé, non seulement il y a la violence d'être sur toutes les bouches, dans toutes les lèvres, mais en plus, vous exprimez bien que le sens de votre vie même semble s'effondrer. Oui, à ce moment-là, c'est vraiment un effondrement intérieur, hein, parce que j'ai continué ma vie, même de manière volontariste. Je dis, je change rien, je me lève le matin, je vais en cours. Vraiment, j'ai essayé d'être hyper... vraiment de garder exactement le même rythme de vie, de ne rien changer. Mais oui, intérieurement, c'était un effondrement parce qu'en effet, c'était ce secret, d'une certaine manière, il me définissait. Et donc j'avais l'impression d'être dévoilée, d'être regardée, d'être jetée en pâture, ce qui était par ailleurs vrai. Et ça a été d'une violence inouïe. C'est là où, d'une certaine manière, j'aurais pu être en colère à ce moment-là, à la fois contre mon père et aussi contre les journalistes qui m'avaient prise en photo, dénoncée en quelque sorte. Mais pour revenir à votre question précédente sur la question de la colère, je ne pense pas qu'il ait pris la mesure en réalité. Je ne pense pas qu'il ait pris la mesure de ce que ça voulait dire. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'intention, c'est difficile d'en vouloir aux autres. En revanche, c'est vrai que j'en ai quand même voulu à cette presse à scandale qui n'en avait absolument rien à faire de moi, mais en revanche, pour qui je représentais un but très lucratif. Donc ça, oui, j'en ai voulu d'avoir été réduite à un objet qui... Un personnage, comme vous dites. Un personnage, un objet, quelque chose, une valeur économique pour faire vendre du papier. Ça a été très violent parce qu'on est réduit à rien, en fait. C'est une autre manière d'être humilié, d'être écrasé, d'être méprisé. Et donc, ça a été très violent. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ce secret vous en êtes libéré ou vous avez l'impression que ça vous constitue encore. Je lisais dans un de vos ouvrages, au début, quand vous arriviez quelque part, vous fermiez les rideaux. Et puis, ou bien vous prenez maintenant le contre-pied, vous habitez un rez-de-chaussée où tout est ouvert. Vous avez l'impression que ça continue de vous poursuivre ? Un peu, c'est que je prends à la fois le contre-pied et en même temps, je suis structurée quand même par ça. C'est-à-dire que c'est une seconde nature. Et donc, il y a certaines choses certains réflexes. On parlait du corps tout à l'heure qui se souvenait mieux que l'esprit. Le corps a encore certains réflexes, par exemple. J'aime pas trop qu'on me voie. Lorsqu'on m'appelle, il y a toujours un moment où je me dis, oh là là, les gens vont se retourner, il va se passer... ça y est, je suis prise, quoi. Je suis reconnue. Je suis reconnue. Il y a toujours ce petit moment-là qui est encore présent. Et puis après, c'est pas grave. Mais non, c'est encore assez structurant. Alors peut-être qu'on peut passer maintenant au deuxième mot, ce mot qu'on a aussi déjà commencé à regarder, ce mot qui est l'objet de votre livre, langage. Le langage, c'est pour moi essentiel, alors pour tout le monde, mais le rapport que j'ai au langage, il est compliqué du fait du secret, puisque le secret, ça signifie ne pas dire. Et vous l'avez d'ailleurs, vous l'avez porté comme une sorte de protection. D'ailleurs, on sent bien que vous voulez protéger votre père
et que vous vous taisez pour le protéger aussi. Je le protège lui, je protège notre famille, je protège notre histoire, je protège tout en fait. C'est toute notre vie, le fonctionnement de notre vie que je protège. Et donc voilà, être en secret, c'est ne pas dire, et surtout ne pas dire l'essentiel. Et par conséquent, le langage devient compliqué lorsque vous parlez sans devoir dire. Alors, soit c'est du bavardage pour meubler, soit vous vous taisez. Et moi, j'étais assez mutique, j'ai l'impression. Après, on n'a jamais... je ne sais pas comment les autres me voyaient, mais je pense que je n'étais pas très bavarde. Et ça a toujours été une question. Le fait de parler, c'est pour moi toujours... un acte un peu à la fois transgressif et en tout cas qui ne va pas de soi ou qui n'est pas anodin. C'est jamais anodin, voilà. En tout cas, vous dites que vous ne mentez pas, vous le dites plusieurs fois, que vous essayez toujours de ne pas mentir. Donc quand on parlait tout à l'heure du rapport du langage au réel, on voit que la petite fille Mazarine essayait que son langage soit quand même relié au réel, même si elle n'avait pas le droit de tout dire. Oui, c'était d'autant plus relié au réel qu'il était un peu défaillant, le réel, quoi. Justement, comme je ne pouvais pas dire le réel, eh ben, il était un peu flou. Et donc, la seule manière de le garder quand même à portée de main, c'était quand même malgré tout d'en parler. Alors, d'en parler, après, on choisit... Enfin, c'était pas de dire le secret, mais c'était en tout cas de ne pas mentir, c'est-à-dire sans dire le secret, de pas non plus dire autre chose. Enfin, et donc c'était hyper compliqué à faire. C'était fatigant. C'était fatigant. C'est vrai que c'était épuisant en fait, en réalité. Hein, c'était épuisant. Mais je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu écrire. Parce que écrire, c'est vraiment cet endroit-là du langage, c'est-à-dire dire la vérité. La vérité, non pas au sens où vous avouez quelque chose, mais être au plus près d'une vérité intérieure, être au plus près d'une émotion, être au plus près d'une pensée, c'est-à-dire d'essayer de trouver la précision qui va pouvoir, pouvoir créer cette réalité qui finalement est si fragile, quoi. Et donc, pour moi, écrire, pour le coup, c'était vraiment très existentiel. Alors, vous parlez d'ailleurs très bien de ce rapport du langage avec la vérité, en comparant, peut-être que vous allez dire si j'ai bien compris, mais en comparant l'intelligence artificielle générative et une idéologie, puisque précisément le principe de l'idéologie, c'est d'être coupé du réel, et que à vos yeux, et vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, l'intelligence artificielle générative ne dit plus quelque chose de réel. Exactement. Exactement, elle tourne en boucle, elle appartient en fait à un univers qui est l'univers des datas, qui est un univers virtuel. Certes, les datas, elles viennent d'abord de quelque chose de réel, mais d'une certaine façon, à terme, on pourrait très bien imaginer une sorte de grande logorée, comme ça, d'intelligence artificielle générative, uniquement à partir des datas déjà là, quoi, et donc qui n'ont plus aucune relation avec le réel. Et donc, il y aurait un monde à l'intérieur duquel ça parle. Personne ne parle. Hein. Je veux dire, quand c'est la machine qui parle, c'est pas un sujet. Donc, ça n'engage personne. Qui est engagé dans une réponse lorsqu'on vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que tu penses du sens de la vie, il va vous répondre quelque chose, mais il ne s'est pas du tout porté par une subjectivité. Il n'est pas engagé dans ce qu'il dit. Il n'a aucune responsabilité dans ce qui est dit. Et donc, dans la mesure où, effectivement, ça tourne comme ça dans une forme de circuit clos, eh bien, ça ressemble exactement à la structure même de l'idéologie c'est la même chose, c'est-à-dire la cohérence de tout un système d'idées qui n'ont plus aucune relation avec le réel, comme on a pu le voir dans les idéologies totalitaires du XXe siècle. Mais comme on peut le voir aujourd'hui arriver, et c'est pour ça que la question de l'IA générative, moi, m'inquiète, c'est qu'en effet, on retrouve un petit peu cette structure d'une cohérence ou d'un système d'idées qui fonctionne parfaitement, mais qui n'a plus aucune relation avec la réalité. C'est vraiment ça qui définit ce qu'il en est d'une idéologie. Donc il n'y a plus de sujet qui parle et qui donc prend la parole et s'adresse à quelqu'un. Il n'y a plus de contenu en référence avec le réel. Et il n'y a plus quelqu'un qui pense non plus. Il n'y a plus de contenu pensé, puisque cette machine, elle ne comprend pas elle-même ce qu'elle dit. Non. Donc au fond, quand on lit votre ouvrage, on se dit c'est la fin d'un vrai langage. Ça s'appelle langage, mais c'est plus ce qu'on appellerait, nous, un langage. Alors, ce n'est pas un langage au sens où, dans les trois sens que vous avez dit. Mais en même temps, c'est un langage dans la mesure où nous, lorsqu'on lit, on le comprend.
Et donc, c'est là où ça brouille terriblement les pistes. Bien sûr. Et donc, on resubjective, enfin, on remet du sujet, on remet de la compréhension ou de l'intelligence dans ce qu'on lit. Ça nous aide énormément. Enfin, je ne suis pas du tout technophobe au sens où je considérerais que c'est que négatif, etc. Ça peut être une aide extraordinaire. Quand on fait de la recherche, par exemple, c'est génial. Mais c'est génial parce qu'on arrive à en faire quelque chose, c'est-à-dire à le récupérer pour le réinscrire dans une pensée qui est celle d'un sujet. Mais en revanche, en effet, c'est un langage qui est dépourvu de toutes les vertus, en quelque sorte, du langage, c'est-à-dire les vertus qui seraient celles juste d'être dans une relation d'altérité avec un autre. Et ça, pour le coup, la machine n'est pas une altérité. D'où le danger pour effectivement les jeunes qui discutent avec leur ami numérique. Enfin, ça n'est pas une altérité. Et aujourd'hui, où on est quand même dans un monde de crise, ça n'aura échappé à personne, et où la question de l'altérité est vraiment en danger, est en crise. C'est ça dont c'est ça le problème aujourd'hui. Enfin, il pourrait se décliner de plein de façons différentes, mais l'un des grands enjeux, c'est la fin de l'altérité. L'autre n'est plus un autre, l'autre est un outil, l'autre peut être écrasé, l'autre est une portion congrue. On voit dans le retour d'une géopolitique de la force comment l'autre est considéré. Eh bien, la machine, le fonctionnement même de la machine va dans le sens d'un déni et d'une destruction de l'altérité. Et donc, c'est ça qui me semble être extrêmement dangereux. Tant que c'est juste un outil qui est utilisé à bon escient, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que cet outil crée une telle tentation de projection anthropomorphique, c'est-à-dire, comme il parle, on imagine qu'il pense, que ça va créer ou ça va entériner une forme de solitude de chacun, une forme de clôture sur soi et d'isolement. Alors peut-être avant de passer au troisième mot, j'avais juste envie de revenir sur une de vos phrases qui m'avait alertée et qui m'avait fait penser à l'évangile, parce qu'on est quand même sur KTO ici, Mazarine Pinjot. Alors cette phrase, c'est « Le calcul, avec la machine, vous avez écrit « Le calcul précède le verbe ». Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais moi, je pensais à l'évangile de Jean qui commence « Au commencement était le Verbe ». Et ça m'a beaucoup frappée en vous lisant de me dire, là, il y a le calcul qui précède le verbe, donc le calcul précède une pensée et une relation, alors que l'évangile de Jean a l'air de dire qu'au commencement du monde, il y a un logos, mais un logos qui est une raison, qui est une pensée, qui est une sagesse et qui est un dialogue. Est-ce que ça vous parle, au commencement était le logos, au commencement était le verbe? Bien sûr. Et je pense, moi je ne suis pas du tout assez calée pour faire cette herméneutique, mais il y aurait des choses extraordinaires à faire de ce point de vue-là, sur la question du verbe, le verbe qui est premier. Alors, il y a quelques auteurs qui l'ont fait, par exemple, quelqu'un comme Alexei Greenbaum qui a beaucoup réfléchi sur des questions religieuses en lien surtout avec la Bible, avec l'Ancien Testament plus qu'avec les évangiles. Mais c'est fascinant cette idée de se dire, mais en fait, si c'est le nombre qui est premier, que vaut le verbe ? Et quand on disait tout à l'heure, le langage, c'est le propre de l'homme, selon certains philosophes, eh bien, on pourrait effectivement se référer aux évangiles et à l'idée que au-delà même du propre de l'homme, c'est le propre du sens, en réalité. Le langage, c'est le lieu du sens. Si le langage est produit par le nombre, qu'en est-il du sens ? Et qu'en est-il de la relation ? Et qu'en est-il de la relation, bien sûr. Et la dernière chose par rapport à ChatGPT ou à un langage qui est produit par une intelligence artificielle, c'est que, d'une certaine manière, on est vraiment dans le dernier avatar du remplacement de la relation par la communication, quoi. Ça communique comme dans les réseaux sociaux. Bon, ça communique, mais il n'y a aucune relation. On met un émoticône, mais il n'y a plus de relation. Exactement. En tout cas, je vous ai trouvé finalement assez proche de l'évangile de Jean. Pour vous, au commencement, mais c'est tout à fait possible. Il y a la raison, le verbe et la parole. C'est des textes que j'ai adoré lire dans mes années d'études de philosophie, alors que j'étais...
J'ai eu une éducation catho, je suis allée au catéchisme toute jeune, mais après j'ai arrêté. Enfin, je suis sortie de ça et j'ai redécouvert les évangiles en les lisant en philosophie. Et c'est des textes qui m'ont vraiment fascinée. Est-ce que vous avez envie de citer quelque chose que vous aimez dans l'Évangile ? Il y a plein de choses, mais il y a sans doute aussi la pureté de la langue. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de pureté du récit qui m'avait vraiment bouleversée. Et puis, à une époque, quand j'étais au début de mes années de philo, j'avais envie de travailler, mais finalement, je ne l'ai pas fait, mais sur la figure christique comme figure de synthèse entre l'homme et Dieu, entre toute forme de synthèse possible et imaginable, à travers notamment des textes de Hegel et ça. Et donc, c'était vraiment une figure qui me fascinait, justement, parce qu'il était à la fois ça et à la fois ça, c'est-à-dire comment concilier l'inconciliable, et pourtant, il y a un être humain qui, juste par sa vie, l'a concilié. Et c'était... philosophiquement, ça m'a longtemps habité. Ah, mais il faut le faire. On vous attend. C'était il y a longtemps. Hein. Nous, on attend, on est très impatients. Alors, je vais passer au 3e mot. Et ce 3e mot, c'est attention. Attention. Au sens de la faculté d'attention. Alors, ouais. C'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question de l'altérité. À partir du moment où l'altérité se dissout au profit d'une communication permanente, au profit d'un déni de l'autre, et donc d'une chosification de l'autre, quoi. Forcément, l'attention faiblit, ça va de soi. Elle faiblit pour 2 raisons qui sont liées, qui sont effectivement cette crise de l'altérité, mais aussi évidemment le fait qu'on soit tout le temps sollicité par des flux d'images, de mots, de nouvelles. Et donc, c'est extrêmement difficile de maintenir une attention, parce que qui dit maintenir une attention dit de se mettre en retrait du flux, de garder un espace pour se laisser être étonné, interpellé. Et donc, si on ne fait pas ce pas de côté, qui est hyper difficile à faire, avec toutes les nouvelles technologies, on voit comment on scrolle facilement, le temps qu'on passe à regarder des trucs qui ne nous intéressent même pas forcément, mais voilà, on est capté, quoi. Il y a une captation de notre attention qui fait que c'est extrêmement difficile de récupérer cet écart. Et moi, je suis très sensible à la question de l'écart. Juste ce petit pas de côté qui fait que les choses redeviennent possibles. On peut voir à nouveau ce qui est devant soi. Et donc, oui, l'attention, elle est en perte de vitesse. Oui. Et il faut être très vigilant par rapport à ça. Et vous parlez, j'ai trouvé, ça m'a fait penser d'ailleurs à la philosophe Simone Veil, en vous lisant, vous parlez du but du travail scolaire, qui n'est pas simplement d'accumuler des connaissances comme un robot, mais qui est d'exercer sa pensée critique, d'éprouver le plaisir d'apprendre, et puis aussi de cultiver cette faculté d'attention. Bien sûr, et c'est là où la question de l'intelligence artificielle va réintervenir. C'est que dans la mesure où tout le savoir il est externalisé, puisqu'il suffit de faire un prompt un peu intéressant et de demander à ChatGPT, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Commune de Paris. Bon, bref, tout le savoir est à portée du doigt. Eh bien, forcément, ce qu'on va devoir nous travailler de plus en plus, les enseignants, c'est cette capacité de critiquer, de réfléchir, d'être attentif, de s'étonner, d'écouter ce qu'il y a derrière les mots, derrière un texte. Parce que ça, pour le coup, la machine ne peut pas le donner. Et donc, plus la connaissance est à portée de main, plus la faculté critique, et donc ce qu'on appellerait la pensée, en réalité, enfin, le fait de juger, de penser, au sens un peu de Hannah Arendt, qui identifie ces deux termes, plus ce sont ces pratiques
de la réflexion qui devront être travaillées en cours, par exemple. Et donc l'attention en fait partie. Parce que tout le reste, c'est là. Et donc on n'a plus besoin d'apprendre par cœur. Alors moi je pense qu'on a quand même besoin d'apprendre par cœur parce qu'il faut muscler un petit peu sa mémoire. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est difficile d'arriver à faire admettre à des enfants qu'il faut apprendre par cœur des pages et des pages alors qu'il leur suffit d'écrire une demande en une seconde. Donc voilà, ça va un peu, dans le versant positif de la chose, c'est que ça va un petit peu orienter l'enseignement sur cette capacité critique et cette capacité de réflexion. Alors chez Simone Weil, la philosophe, elle parle de l'attention comme la faculté de la prière. Et justement, vous parliez de l'altérité tout à l'heure, elle dit l'attention, c'est être capable d'être attentif à un autre que soi. Et en définitive, à chaque fois qu'on est attentif à un autre que soi dans les maths, la poésie ou la littérature, on s'exerce à rencontrer Dieu. Ça vous parle, ça ? Oui, ça me parle. Je ne suis pas croyante, dans le sens où... ça ne veut rien dire, en fait. Mais dans le sens où je n'appartiens à aucune église, même si ma culture est catholique. En revanche, je suis extrêmement sensible à la question de la transcendance et même à la question du sacré, que je n'arrive pas à incarner, ou à... Voilà, le grand auteur de ma vie, c'est René Descartes, et donc dans sa 3e méditation, il fait tout ce développement sur l'idée d'infini en moi. Voilà, cette idée, l'idée d'infini en moi, qu'il appelle Dieu, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler, ne pas appeler, c'est quelque chose que j'entends parfaitement, c'est-à-dire que c'est très, très présent. Après, je n'appartiens à aucune église, entre guillemets, dans le sens où je n'ai pas de rapport cultuel à la religion. Mais j'ai cette ouverture à cette petite brèche sans laquelle je vois mal comment on peut vivre. Peut-être que ça nous permet de passer au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est après. Alors après... Moi, c'est quelque chose... si après, c'est la mort. Je n'ai pas du tout réussi pour l'instant à faire le travail d'acceptation du vieillissement, de la mort. Je les lis, parce que le vieillissement, ça m'est égal. Je veux dire, c'est pas quelques rides en plus, ça m'est égal. En revanche, le fait d'aller vers ce point... Cette frontière... C'est quelque chose que je n'arrive pas du tout, et pourtant j'y essaye, et je pense que c'est mon grand combat de maintenant, à m'approprier cette idée, à l'apprivoiser. Je suis dans une angoisse sans nom, qui est très douloureuse, mais qui est en même temps le chantier, qui sera le mien. Je n'arrive pas du tout à faire le deuil d'un horizon, je n'arrive pas du tout à faire le deuil de l'idée qu'on ne compte pas le temps. Je dis ça alors que je pense que j'ai toujours compté. C'est pas comme si lorsque j'étais jeune, je me disais mon horizon est formidable et je vais pouvoir faire tellement de choses, parce qu'en réalité, j'ai jamais été aussi insouciante. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas, qui me résiste là et qui est très douloureux. Sur l'après, j'ai pas de... Je pense pas, j'en sais rien. Bien sûr, personne n'en sait rien. Mais en tout cas, je ne crois pas positivement à l'idée qu'il y a un après. Et donc, si j'y croyais, je serais rassurée. Et donc, l'idée de la fin m'est vraiment insupportable. Mais insupportable, c'est physique, quoi. Je pense qu'elle l'est pour tout le monde, mais j'y pense beaucoup depuis que j'ai eu 50 ans. Ça a été vraiment un tournant. C'est devenu une pensée assez obsédante de comment je vais faire pour accepter ça. Et vous parlez d'un chantier. Un chantier, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, des outils. Ça peut être quoi, les outils pour réfléchir à ce après ? Est-ce qu'il y a un horizon ? Je ne sais pas quels sont les outils, mais je les fabrique au fur et à mesure. S'il y avait des outils, je serais heureuse d'y avoir accès, mais je ne les connais pas. Et je pense que justement, c'est les outils qu'il faut presque construire en même temps que ce à quoi ils servent.
Mais c'est quand même un chantier parce que moi, je me bute contre ça. Enfin, c'est présent, c'est omniprésent. C'est en ça que c'est un chantier, parce qu'avant, ça ne l'était pas. J'avais d'autres choses à faire. Et j'ai l'impression que là, la dernière partie de ma vie, c'est ça que j'ai à faire. J'ai fait... Là, j'ai mis des enfants magnifiques au monde, j'ai accompli un certain nombre de choses que je voulais faire. J'ai encore des choses à faire, évidemment, hein, dans mon travail, dans ma création, j'espère. Et c'est vrai que d'écrire de ce point de vue-là, c'est infini. Enfin, on peut se dire qu'il n'y a pas de fin. Et en même temps, on peut se dire c'est peut-être fini aussi, parce que je ne sais pas où ça va me mener. Donc ça, d'une certaine manière, c'est à la fois rassurant, mais pas rassurant. Mais bon, en tout cas, il y a un chemin, quoi. Mais pour le reste, donc voilà, j'ai l'impression que maintenant, la grande question, ça va être celle-ci. Mais je suis un peu démunie, en réalité, face à ça. Mmh. Donc l'idée de la résurrection, par exemple, vous dites que la figure du Christ vous parle. Mais quand vous entendez que certains ont cru qu'il était ressuscité, comment vous réagissez par rapport à ça? J'ai pas de... J'en sais rien. Je suis pas de... Vous entendez ça? En fait, je trouve que l'idée est magnifique. Mm-hmm. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de résurrection ou dans l'idée de synthèse, hein, puisque c'était là-dessus que c'est toujours comment penser ensemble des choses incompossibles, enfin incompatibles. Ce qui va bien, en effet, avec la figure de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Exactement. Tout ce Et en fait, ça, c'est quelque chose que je continue, enfin voilà, qui est un peu un fil rouge de ma réflexion. Sur comment on pense la synthèse sans que ça soit non plus une synthèse au sens uniquement d'une réconciliation et après on peut passer encore à autre chose. C'est-à-dire que c'est une synthèse où les deux, où Dieu reste Dieu et les hommes restent les hommes. C'est une synthèse. On n'est pas englouti. Voilà, c'est ça. C'est pas une fusion. Non. Et en fait, ça, c'est une figure qui me passionne. Mais je ne peux pas dire que j'y crois, dans le sens où je croirais à quelque chose. C'est une figure qui stimule en permanence ma pensée parce que je trouve qu'elle est fascinante et elle demeurera toujours fascinante, mais elle ne peut pas se transformer en quelque chose. Je ne sais pas comment le dire. C'est une figure de pensée qui n'est pas juste théorique. Hein. Pour moi, c'est ça la pensée, c'est que la pensée, elle se heurtera toujours à quelque chose qu'elle ne peut pas penser. Et pourtant, elle n'arrête pas d'y penser. Mais est-ce que là, ce n'est pas plutôt quelqu'un ? Non, justement. Pour vous, c'est pas quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un ni quelque chose. Enfin, ça s'incarne pas. Je peux pas le penser en quelque chose que je pourrais décrire. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer de penser quelque chose que je peux pas penser. Et cette limite-là, je la trouve extraordinairement fertile. Et quand on écrit, c'est ça qu'on fait. On cherche toujours à capturer ce qu'on n'arrive pas à capturer. On n'y arrive jamais. C'est pour ça qu'on continue. Et parce que ce qui est à capturer n'est pas capturable. Et en fait, c'est cette tension-là, moi, qui m'habite. Mais je ne peux pas la transformer en une histoire, ou en quelque chose de réel, ou en quelque chose d'incarné. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai, ou que ça arrivera, ou ça m'arrivera plutôt, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décide volontairement. Hein. Mais pour l'instant, non. Oui, c'est peut-être l'événement de la foi. Oui, c'est ça. Il y a qui que apparaît ça, comme un don. absolument. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. À tout de suite pour la petite dernière partie. Pour conclure, on a le droit de vous demander du coup ce qui est inappropriable. Déjà, ce mot-là, ce qu'on ne peut pas s'approprier, au fond, ça touche la question de l'altérité, ce qui reste... Moi, à la fin de la lecture, je me demandais si c'était pas penser l'altérité, penser la sortie d'un monde, penser l'après. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça. L'inappropriable, c'est l'altérité. C'est inappropriable dans tous les sens du terme. Donc je peux jamais mettre la main dessus. Je peux même pas le penser. Et pourtant, encore une fois, je le pense puisque on en parle. Donc on parle bien de quelque chose, mais ce quelque chose, il nous échappe. Donc l'inappropriable, c'est ce qui n'est pas récupérable. Alors évidemment,
également par le système marchand, par le consumérisme, par le capitalisme, enfin quelque chose qui résiste aussi à la marchandisation. C'est quand même très important de le dire, parce qu'il y a peu de choses finalement aujourd'hui qui résistent à la marchandisation. Même l'amour, ça devient un marché. Or, il y a en nous quelque chose d'inappropriable, et dans la relation à l'autre, il y a quelque chose d'inappropriable, et c'est ça qui en fait la richesse. Et donc ça, c'est ce qui est spécifiquement humain pour vous? Alors exactement, c'est ça qui permettrait de distinguer une intelligence artificielle d'une intelligence humaine. L'intelligence humaine, elle a une relation avec l'absolu. Inappropriable, ça serait quelque chose... Enfin, quand je dis l'absolu, c'est ce qui n'est pas relatif. Et ce qui est tout à fait contradictoire, parce que si je suis en relation avec... ce avec quoi je suis en relation, forcément, est relatif à moi. La relation, c'est être relatif à. Or, nous sommes en relation avec quelque chose qui n'a pas de relation, puisqu'il est précisément inappropriable. Il n'est pas relatif à nous. Il est autre part, autre chose, différemment, ailleurs et inappropriable. Et c'est ça, effectivement, l'idée d'une altérité, qui est ce que Lévinas disait très bien, la relation à la non-relation. Je suis en relation à la non-relation. Et c'est ça l'idée de l'inappropriable. Et c'est ça que nous devons nous chérir, parce que c'est ça qui fait notre spécificité à l'heure où la machine, les animaux pensent, la machine pense d'une certaine manière. Si on considère que la pensée, c'est raisonner, elle raisonne très bien. Donc, toute autre sorte d'être a une intelligence tout aussi développée que la nôtre. En revanche, ce qui fait notre spécificité, c'est cette relation à la non-relation et donc à l'inappropriable. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. Vous nous avez fait réfléchir ce soir. Merci infiniment. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Et je rappelle votre actualité, l'inappropriable, dont on a bien parlé ce soir, qui sort en février 2026. Merci beaucoup. Merci.